Alors, je vais poursuivre toujours sur les conditions générales d'application du texte. Et je me pose une question, à savoir, est-ce que la CEPC peut encore nous aider sur la définition du déséquilibre significatif dans les droits-obligations des parties? Il me semble que oui. Je pense qu'il y a une piste d'amélioration, et là je m'adresse à la CEPC. Je pense que la CEPC pourrait mieux définir ou aider à définir les critères d'appréciation de la première condition de l'interdiction, soumettre ou tenter de soumettre. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que on trouve effectivement des avis assez variés. Alors, je vais un petit peu, là aussi, forcer le trait, mais c'est pour susciter des réactions. On trouve des positions assez variées de la CEPC, mais je retiendrai un avis assez récent qui a été rendu dans le cadre des pratiques commerciales dans le transport fluvial. Donc là, on sort du domaine de la grande distribution alimentaire, il s'agit du transport fluvial. Et là, la CEPC, pour caractériser la soumission ou la tentative de soumission, s'est fondée sur le déséquilibre structurel du marché. Donc, je la cite, le déséquilibre structurel d'un marché est un indice permettant de caractériser la soumission d'une partie faible à une partie forte. Donc là, encore une fois, on est dans le domaine du transport fluvial. La soumission d'un fournisseur aux exigences d'un client peut résulter du fait que ce fournisseur ne peut se permettre de cesser sa relation commerciale ou être déréférencé par ce client. La notion de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques. Alors, la question qu'on se pose, c'est que je pense qu'il n'est pas possible de présumer que tous les fournisseurs se trouvent dans une situation d'infériorité objective vis-à-vis de leurs distributeurs ou de leurs clients, même sur un marché qui est structurellement déséquilibré. À mon sens, le recours à la notion de déséquilibre structurel ne suffit pas à elle seule pour apprécier le premier critère relatif à la soumission. Par ailleurs, il n'existe pas de définition de la notion de déséquilibre structurel. La jurisprudence est plus nuancée sur cette question. Elle se réfère effectivement à la structure du marché, mais comme un des critères pour caractériser une soumission. Et elle recherche également si le contrat n'a pas été effectivement négocié par les fournisseurs qui, à raison de leur puissance d'achat, ne sont pas parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses. Il ne suffit donc pas de se référer à la structure du marché. Certains fournisseurs disposent de parts de marché importantes, leur donnant un grand pouvoir de négociation. Il convient donc de démontrer que certains fournisseurs, à raison de leur puissance économique, sont parvenus à négocier la suppression des clauses litigieuses, et moi je rajoute, ou les ont acceptées en connaissance de cause, puisque ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la jurisprudence, en tout cas qui est rendue dans la grande distribution alimentaire. On n'a jamais imaginé qu'un distributeur, qu'un fournisseur fût-il puissant, ait pu accepter les conditions qui lui étaient présentées par le distributeur et qu'il ait pu compenser ces désavantages par d'autres avantages, notamment économiques, dans la négociation d'autres éléments, d'autres composantes du prix. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Récemment, la Cour de cassation, dans l'affaire Darty, donc 26 avril 2017, a déduit la soumission d'une absence réelle de négociation. Là, le distributeur était incontournable et en raison de sa position de leader, mais surtout, aucune preuve de négociation des contrats types n'avait été apportée. Donc c'est cette méthode de faisceau d'indices qui a permis d'établir le rapport de force. Le seul rapport de force à lui seul, donc, n'est pas une condition d'application du texte, il reste un indice. Alors, la question que je me pose, c'est la CEPC doit-elle aider la jurisprudence à définir les critères d'appréciation de la soumission ou de la tentative? Sans doute peut-elle apporter des éléments de réflexion, qui tiennent notamment au pouvoir de marché respectif des parties. Par exemple, des fourchettes de parts de marché du fournisseur ou du distributeur. Une définition de la notion du déséquilibre structurel serait la bienvenue, notamment lorsque cette notion est transposée dans d'autres univers que celui de la grande distribution alimentaire.
D'ailleurs, dans ces autres univers, faut-il avoir recours à cette notion de déséquilibre structurel de façon systématique ? La CEPC ne doit pas préconiser l'examen in concreto des circonstances de la négociation, ne doit pas-elle préconiser un examen des effets, un examen des contreparties qui peuvent exister sous une autre forme et compenser le déséquilibre économique, et là je ne me place pas sur le déséquilibre juridique, sur le déséquilibre économique. Il faut savoir aujourd'hui qu'au cours des enquêtes, l'administration n'interroge pas les fournisseurs. Elle ne rend pas visite aux fournisseurs pour leur poser la question de savoir si oui ou non ils ont estimé, en acceptant de signer les contrats, avoir subi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. C'est donc la partie qui est incriminée de rapporter cette preuve. Bon, il se trouve que dans les affaires relatives à la grande distribution alimentaire, dans l'immense majorité des cas, les clauses n'étaient pas discutées. Mais quand on sort du domaine de la distribution alimentaire, en réalité, tous les apports de la jurisprudence et des avis de la CEPC donc, pour définir cette notion de soumission, mais on se rend compte qu'on a sans doute encore du travail à faire pour aider la juridiction, les juridictions, l'administration à définir les contours de cette première condition, donc soumettre ou tenter de soumettre. De la même façon, la CEPC pourrait également s'aventurer à définir la notion de tentative de soumission qui n'a pas donné lieu à des définitions très nettes. Comment apprécier la tentative d'une soumission lorsqu'on se place avant la négociation ? Alors, je ne sais pas si les travaux qui sont en cours sur la réécriture du titre 4 du livre 4 du Code de commerce peut-être apporteront des réponses à ces questions. Mais voilà, donc c'est surtout la notion de déséquilibre structurel, moi, qui me gêne et qui, à mon sens, devrait faire l'objet de compléments d'informations et de réflexions de la part de la CEPC.